Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. C'est le grand forum Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Fréquence Évasion. François Asselineau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'Union populaire républicaine. Vous intervenez assez régulièrement sur cette antenne. À propos de l'Union européenne, j'ai envie de vous demander à ce jour quel est l'état de santé de l'Europe depuis votre dernier passage ici sur cette antenne. Où en sommes-nous ? Écoutez, malheureusement pour la France et heureusement pour notre mouvement politique, si j'ose dire, toutes les prévisions, les analyses que j'ai exposées à votre antenne et devant vos auditeurs ne cessent d'être confirmées par les événements. La situation ne fait que s'aggraver, la situation économique et sociale, les Français le constatent. La situation à l'intérieur de l'Europe se dégrade à toute allure. Depuis que je m'allais vous inviter, il y a eu notamment le changement de gouvernement en Grèce avec M. Tsipras de la coalition Syriza qui est arrivé au pouvoir. Vous avez vu que ce mouvement politique prétendument de gauche radicale avait promis à ses électeurs de tout changer, et puis en fait il s'est cassé le nez, puisque les autres pays de l'Union européenne refusent de modifier les traités ou de modifier les décisions qui ont été prises pour les beaux yeux de la coalition au pouvoir à Athènes. Donc le ton n'a pas arrêté de monter entre d'une part la Grèce, d'autre part les autres pays d'Europe, et tout particulièrement l'Allemagne, qui est rendue un peu rapidement, c'est pas tout à fait faux, mais c'est pas non plus entièrement vrai, l'Allemagne étant rendue un petit peu responsable de l'intransigeance de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne et du Fonds monétaire international. Quand je dis c'est pas tout à fait, c'est pas entièrement faux, parce que c'est vrai que l'Allemagne a un rôle, c'est la première économie du continent, c'est vrai que les Allemands sont des gens rigoureux, et c'est vrai également qu'ils ont un passé extrêmement douloureux en matière monétaire. Ils n'ont jamais oublié l'effondrement de la monnaie allemande en 1923, qui a pulvérisé les économies d'un grand nombre d'Allemands de l'époque, et qui a fait en fait le lit de la montée du nazisme par la suite, de telle sorte que pour les Allemands, la préservation de la valeur de la monnaie fait l'objet d'un consensus national absolument total. Donc les Allemands sont une extrême rigidité sur toute décision qui pourrait menacer la solidité, la stabilité de l'euro. Cela étant, c'est pas non plus entièrement les Allemands. Si vos auditeurs l'ont remarqué, les autres pays de l'Union européenne, notamment par exemple l'Espagne ou le Portugal, où les gouvernements ont été obligés de faire passer à leur population des potions amères pour convenir aux exigences du Fonds monétaire international, de la Banque centrale européenne et de la Commission européenne, eux, ils ont fait des efforts, et donc ils ne voient pas du tout pourquoi la Grèce se soustrairait à ces efforts. Alors en attendant, on est dans quelle situation ? On est dans une situation où tout le monde est mécontent, les tensions ne font que s'aggraver. Vous savez, il ne fait pas bon être allemand quand on passe en Grèce. Les Grecs maintenant détestent les Allemands méprisent les Grecs, les Portugais, les Espagnols fustigent les Grecs, enfin tout ça est, comme je l'avais dit, en réalité, tout ceci est en train de tourner vinaigre à l'intérieur de la zone euro, puisque quand un désastre se profile, c'est bien connu, si vous voulez, que bien souvent, tout le monde se rejette la responsabilité du désastre. Ce qui est également notable, c'est que les Grecs eux-mêmes sont très mécontents de leur gouvernement, qui vient à peine d'être élu, parce qu'en réalité, les électeurs grecs n'ont pas fait suffisamment attention à ce que disait Syriza. Ils se sont laissés manipuler par les médias de grande diffusion en Grèce, qui leur laissait entendre que Syriza était un parti de très grande opposition qui allait modifier tout. Nous avions souligné, d'ailleurs on a fait un communiqué de presse lorsque Syriza est arrivé au pouvoir. Il est arrivé d'ailleurs avec l'appui d'un petit parti souverainiste de droite. Ils ont cédé le poste de ministre de la Défense au chef de ce parti. Nous avons dit, lorsque Syriza est arrivé au pouvoir, qu'en fait maintenant les Grecs allaient déchanter, qu'ils allaient découvrir comment ils avaient été
roulés dans la farine par Syriza. Ça nous a valu d'ailleurs un certain nombre de critiques, puisque je rappelle qu'à l'époque, le Front National, Debout la France de M. Dupont-Aignan, le Front de gauche, en France, c'était il y a un mois et demi, se sont félicités brillamment de la victoire de Syriza. Nous avions dit le contraire, parce qu'on avait dit, en fait, comme Syriza ne veut pas sortir de l'Union européenne et de l'euro, il est donc obligé d'accepter les traités, et donc comment vont-ils faire pour obtenir ce qu'ils demandent, puisque c'est contraire aux traités et à tous les engagements. Ça n'a pas manqué. Ce qui s'est passé, c'est que les Grecs ont pu constater qu'ils sont été reçus à Bruxelles, et puis on leur a dit, si vous restez dans l'Union européenne et dans l'euro, il faut en accepter les contraintes. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait l'illustration de ce que nous ne cessons de dire, c'est que les Grecs et les Français seraient bien avisés de faire attention à ce qui vient d'arriver aux Grecs. Les Français croient trop rapidement ce que les grands médias disent des partis politiques qui se présentent à leur suffrage. Je suis absolument certain que parmi vos auditeurs, il y a par exemple un très grand nombre de vos auditeurs qui pensent que si le Front de gauche arrivait au pouvoir, il pourrait imposer aux autres pays d'Europe une politique plus à gauche, une politique de défense des services publics, etc. Et il n'en est rien. Il n'en est rien puisque le Front de gauche a décidé de rester dans l'Union européenne, prétend changer les traités de l'intérieur, mais pour changer les traités, eh bien, il faut l'unanimité des 27 autres États membres. Le Front de gauche ne l'aura jamais. C'est pas parce que M. Mélenchon se promène bras dessous avec M. Tsipras que ça fait changer de si peu que ce soit les dirigeants autrichiens, allemands, néerlandais, suédois, finlandais, britanniques, irlandais, portugais, et j'en passe. De la même façon, je suis persuadé qu'il y a parmi vos auditeurs un très grand nombre de gens, sans doute encore plus importants que le premier, un très grand nombre de gens qui pensent que le Front National veut sortir de l'Union européenne et de l'euro. Il n'en est rien. Nous l'avons dit, redit et re-redit, il faut être comme saint Thomas. Moi j'avais dit les Grecs auraient dû être comme saint Thomas, ils auraient dû regarder dans le détail ce que disait Syriza. Et bien là, c'est pareil avec la France. Les gens devraient regarder dans le détail, en plus on est en période électorale, ils peuvent le faire, qu'ils prennent donc les professions de foi qui viennent d'arriver dans leur boîte aux lettres du Front National, ils verront qu'il n'est jamais question, au moment de passer aux écrits, c'est au moment où des choses sérieuses, le Front National ne propose absolument jamais de sortir de l'Union européenne. Quant à l'euro, ils ont des propos sciemment ambigus. Un jour, tel lieutenant dit qu'il faut en sortir, le lendemain, tel autre dit que non, etc. Mais regardez encore une fois les professions de foi, ce qui est écrit, et vous constaterez que jamais le Front National ne le propose. Justement, que pensez-vous de l'agitation médiatique à propos de la montée du Front National et de Marine Le Pen? On entend ça sans arrêt. Écoutez, bien sûr, tout est fait pour que le Front National fasse un très gros score. Nous sommes bien placés pour le savoir. Notre mouvement politique se porte très bien parce qu'il se développe très rapidement grâce à Internet et aux réseaux sociaux et aux bouche à oreille. Du fait, c'est assez immodeste de ma part de le dire, mais je le dis quand même, du fait que les gens qui nous découvrent et qui vont sur Internet et qui découvrent mes conférences ou celles qui sont faites par Régis Chaman, Vincent Brousseau, qui sont des experts dans leur domaine, eh bien les internautes découvrent qu'un parti politique peut être quelque chose qui prend les Français pour des gens tout à fait intelligents et capables de comprendre. Et nous avons des analyses qui sont certes parfois des conférences durent 2 heures ou 3 heures ou 4 heures sur Internet. Et disons que nous donnons le maximum d'informations aux Français, aux citoyens, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Donc ça nous permet de nous développer, nous. Mais en dépit de cette qualité d'analyse, nous ne sommes jamais invités dans les médias de grande diffusion. En revanche, effectivement, il est question du Front National matin, midi, soir et la nuit, 24 heures sur 24, sur tous les médias de grande diffusion. Il va se passer ce que nous avons expliqué depuis maintenant des années. Le Front National est systématiquement, c'est un terme, ce n'est pas de moi, ça a été inventé par des spécialistes de la communication. Le Front National est médiabolisé, c'est-à-dire très médiatisé et en même temps diabolisé. Alors, il a fait l'objet d'une dédiabolisation systématique depuis 1 an, mais vous voyez là, quelques jours avant les élections, d'un seul coup, toute la presse se met à faire semblant de découvrir qu'au Front National, il y a quand même énormément
de responsables, d'adhérents, etc., qui sont en fait des gens d'extrême droite, et que même si Mme Le Pen a repeint la façade, eh bien à l'intérieur il y a des réflexes typiquement, comment dirais-je, sexistes, homophobes, antisémites, racistes, islamophobes, antifonctionnaires, anti-gauche, enfin j'en passe, et des meilleurs. C'est le vieux fonds de commerce du Front National, qui est un mouvement qui a 43 ans. Alors à quoi ça sert tout ça? Ça sert, les médias poussent en avant le Front National parce que l'idée qu'ils veulent mettre absolument dans la tête des Français, c'est qu'un parti politique qui critique l'euro et l'Union européenne est forcément un parti d'extrême droite. Et les médias, c'est ce qui est très gênant pour les dirigeants, c'est notre mouvement politique, puisque nous apportons la preuve que vouloir sortir de l'Union européenne par l'article 50, ce que, je le répète, le Front National ne propose absolument pas, sortir de l'euro par l'article 50 du traité de l'Union européenne également, ce que là aussi le FN ne propose pas, eh bien que ceci peut être proposé par un mouvement politique comme le nôtre, qui rassemble des Français d'absolument toutes les conditions, toutes les convictions religieuses, toutes les opinions politiques, et qui sont d'accord pour se rassembler, comme ça a été le cas, par exemple, pendant l'occupation entre 40 et 44, dans une espèce de Conseil national de la résistance, pour que les Français se rassemblent provisoirement afin de récupérer leur indépendance nationale, qu'ils puissent décider par eux-mêmes de leur propre avenir. Alors c'est ça que ne veut surtout pas l'oligarchie qui tire les ficelles. Eux, il faut absolument qu'on apparaisse pour des, comment dirais-je, que les gens qui n'en peuvent plus de ce barnum, de ce cirque, de cette tour de Babel avec 28 États où tout le monde tire à U et à Dia et qui est en train de s'effondrer dans le désastre dans tous les domaines, eh bien ceux qui ne sont pas d'accord seraient forcément des gens d'extrême droite. Voilà. Alors c'est pas qu'en France que ça existe. En Grèce, un parti politique a été poussé par les médias qui s'appelle Aube Dorée, qui est un parti carrément néo-nazi. Et on dit aux Grecs, si vous n'êtes pas contents, si vous êtes contre ce qui se passe, si vous êtes contre l'Europe, contre l'Union européenne, à ce moment-là, c'est que vous êtes néo-nazi. Et que les gens ne sont pas néo-nazis. Donc les gens se disent, non, je ne suis pas néo-nazi, donc je ne vais pas aller dans ce parti. Et donc du coup, les gens, ils s'abstiennent. Donc, à mon avis, ce à quoi on va assister là, pour ces élections, c'est qu'il va y avoir une très forte abstention. Comme d'habitude, on a maintenant des records d'abstention. C'est déjà prévu, hein. Voilà, 50-60%, parce que les Français voudraient une offre politique totalement nouvelle. Oui, tout à fait. J'ai la faiblesse de penser que c'est nous qui l'apportons, puisque nous nous développons d'une façon considérable, alors justement même que nous ne passons dans aucun média de grande diffusion. La seule fois où je suis passé dans un média de grande diffusion, c'était à une émission avec Ruquier, On n'est pas couché. Émission qui a d'ailleurs été très largement coupée, censurée, puisqu'elle durait 55 minutes, il y a 18 minutes qui ont été diffusées. Mais néanmoins, les 18 minutes qui ont été diffusées, et où d'ailleurs je n'ai pratiquement que très peu pu parler du fond des choses, nous avons eu, dans les 4 jours qui ont suivi, 240 adhésions à l'UPR, et puis notre page Facebook Union Populaire Républicaine a grimpé de 1800 j'aime. Voilà, ce qui prouve à la fois la puissance des médias de grande diffusion, et ce qui prouve à quel point, lorsque les Français nous découvrent, et puis ils vont un peu sur Internet, se renseignent sur qui je suis, qui nous sommes, quelles sont nos analyses et nos propositions, d'un seul coup ils disent, voilà, c'est ça le parti qu'il nous faut. Et justement, comme on remet en cause cette stratégie qui a été imposée à la France après la Seconde Guerre mondiale de construction européenne, il me semble vraiment qu'il y a un grand danger. Donc les grands médias font mousser le Front National, qui par ailleurs, par ses outrances d'extrême droite, par ses dérapages continuels, on a vu que Mme Le Pen, prétendument, elle n'est pas comme son père, sauf qu'on a vu que fin février, elle a encore trouvé le moyen d'aller à Rome pour aller défiler justement avec Aube Dorée et la Ligue du Nord, qui sont des mouvements néofascistes ou néo-nazis, italiens ou grecs, tout ça, ça se passait à Rome. Voilà, donc c'est toujours la même histoire. On empêche les Français d'avoir une réflexion sereine et de comprendre réellement les choses telles qu'elles se passent. Aujourd'hui, on le constate tous les jours, les Français ont complètement perdu confiance aux promesses des gouvernements, ils ont perdu confiance en les médias nationaux, nous le constatons à travers les médias alternatifs et sur les réseaux sociaux. C'est votre sentiment quand vous avez affaire à des Français, à des électeurs, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Alors, il y a plusieurs stades en fait. Il y a des Français
qui sont habitués à aller chercher de l'information alternative soit sur des radios de la bande FM comme la vôtre par exemple, ou des télévisions de la bande FM, qui jouent d'ailleurs heureusement un rôle réellement démocratique en France. Ce sont les derniers lieux où on peut s'exprimer librement. Ou alors les gens ces personnes vont chercher également de l'information sur des sites internet. Alors cette catégorie de la population qui d'ailleurs est en croissance. Il y a de plus en plus de gens qui ont compris que la télé est un véritable poison. C'est un poison. C'est un poison intellectuel. Ça distille constamment des informations biaisées ou même carrément fausses. Vous avez vu, on a vu, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple caricatural, mais qui est significatif, qui est symbolique. L'agence France Presse qui a annoncé le décès de Martin Bouygues sans aucune vérification. C'est n'importe quoi. Et les Français voient bien que ce soit sur la scène politique, en matière économique ou bien en matière militaire et diplomatique, dans nos relations avec la Russie, les Français voient bien quand même qu'on leur raconte des histoires, que les choses sont beaucoup plus compliquées que les présentations qu'on leur fait. On leur présente Vladimir Poutine comme une espèce de grand méchant loup, etc. Les Français ils sont quand même pas complètement débiles. Justement, votre sentiment sur Vladimir Poutine. Alors attendez, je termine mon propos. La première question, c'est que donc une partie des Français vont sur Internet. Alors ceux-là, quand on les rencontre, ils adhèrent très très vite à notre mouvement, parce que quand ils nous découvrent, ils découvrent. Et puis il y a une autre catégorie de Français, ce sont ceux qui ne vont jamais sur Internet et qui restent scotchés devant la télévision et les informations. Alors ceux-là, quand ils nous découvrent, ils ont souvent un mouvement de recul, parce que quand on leur dit qu'il faut sortir de l'Union européenne, aussitôt, c'est toujours les mêmes réactions. Oh mais vous êtes extrême droite, donc pourquoi ça n'a aucun rapport. Est-ce que la Suisse, qui n'est pas dans l'Union européenne, est-ce que la Norvège, qui n'est pas dans l'Union européenne, est-ce que l'Islande, qui n'est pas dans l'Union européenne, est-ce que ce sont des pays d'extrême droite? La réponse est non. Est-ce que les prix Nobel d'économie qui ont dit à de nombreuses reprises que l'euro n'était pas viable et qu'il fallait en sortir, est-ce que ce sont des gens d'extrême droite? La réponse est non. Donc la première réaction des gens, c'est ça. Puis il y a une deuxième série de réactions, c'est les gens qui disent mais c'est pas possible, ça va nous coûter très très cher, ça va être l'apocalypse, ça va être la guerre, etc. Ça, c'est des gens qui sont victimes de la propagande qu'ils ont entendue à la télévision. Il y a eu récemment d'ailleurs une émission de pure propagande sur la télévision publique qui s'appelait Bye Bye l'euro, mais c'était du grand guignol. Ils n'ont quasiment pas laissé la parole à des responsables qui auraient pu leur expliquer que ce qui était dit était faux. Il faut bien voir qu'en France, les gens qui ont dit aux Français en 1992 que l'euro, ça serait formidable, que ça nous créerait de la croissance et l'emploi, maintenant c'est une catastrophe totale et on invite toujours les mêmes, Jacques Delors, Jacques Attali, Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard, enfin ce genre de personnages, on les invite pour encore leur demander des conseils. Mais ils se sont trompés surtout, donc écoutons ceux qui avaient dit et qui ne s'étaient pas trompés en 1992. Réécoutons le discours de Philippe Séguin à l'Assemblée nationale, par exemple. Bon, Philippe Séguin est décédé maintenant, mais nous sommes en partie ses successeurs. Regardons ce que disent des experts. Nous, à l'UPR, nous avons Vincent Brousseau, j'en parlais tout à l'heure. C'est un économiste, c'est un Français qui a été pendant 15 ans à la BCE et pendant les 4 dernières années, il a été l'un des 2 économistes français dans le sein des seins de la Banque Centrale Européenne à Francfort, qui est le service de la politique monétaire. Voilà quelqu'un qui nous a rejoints, qui est un des meilleurs experts français et même européens, pour ne pas dire mondiaux, de l'euro, puisque c'était son métier depuis plusieurs années que de s'occuper de cette monnaie. Et s'il a rejoint l'UPR, c'est parce qu'il a acquis la conviction professionnellement que c'est un désastre et que ça va nous entraîner dans un véritable désastre. Bon. Donc le problème auquel on est confronté, c'est effectivement que nous avons des concitoyens qui sont victimes de la propagande dans les grands médias, et il nous faudrait du temps pour pouvoir démonter les uns après les autres les arguments de la propagande. Voilà. C'est pour ça qu'on a des conférences qui sont très argumentées sur Internet et qui nécessitent évidemment que les gens se consacrent quelques heures pour essayer de comprendre ce qui se passe. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion.
Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de François Asselineau, président de l'Union populaire républicaine. Alors, votre sentiment sur Vladimir Poutine ? Écoutez, Poutine, je ne suis pas là pour faire l'éloge. Oui, non, mais on en parle beaucoup et les auditeurs se posent souvent des questions. Voilà, non, je ne suis pas là pour faire l'éloge de Vladimir Poutine. Ce que je sais, c'est que moi je suis allé en URSS en 1985 du temps de Gorbatchev, j'y suis retourné il y a 2 ans du temps de Poutine. C'est à la fois le même pays, mais c'est plus du tout le même pays. En 85, c'était quand même un pays qui était vraiment ruiné et qui était un pays totalitaire. On sentait la chape de plomb. Maintenant, c'est un pays qui a retrouvé la vie, qui est un pays qui est redevenu normal. Les gens n'ont plus du tout le même regard, comment dirais-je, apeuré et obéissant comme ils l'avaient naguère. Maintenant, ce sont des gens qui ont un regard franc, direct. Et puis, c'est une économie qui s'est quand même énormément redressée. Si vous êtes un historien, si vous avez le regard de l'historien, il y a quelque chose qui ne trompe pas sur l'ère Poutine, c'est la démographie. Vous savez, c'est la reine des sciences, notamment en matière historique, pour mesurer l'évolution d'un État. Lorsque l'URSS s'est effondrée, lorsqu'on est passé à l'ère de Boris Yeltsin, pendant les années 1991-2005, la Fédération de Russie a perdu 17 millions d'habitants, soit par de la surmortalité, soit par de l'émigration, soit par des naissances en moins, un effondrement de la natalité. C'est-à-dire une véritable hémorragie de population. Ça témoigne d'un pays en catastrophe. Soit dit en passant, c'est la situation actuelle de l'Allemagne ou de l'Italie. Donc lorsque les gens nous disent aux Français, regardez l'Allemagne, l'Allemagne ne se porte pas bien du tout. Sa démographie est très mauvaise. La démographie française et la démographie britannique sont bien meilleures. D'ailleurs, en 2050, il y aura plus de Français que d'Allemands, ce qui sera un bouleversement historique essentiel depuis le 19e siècle. Eh bien, pour revenir à mon sujet, Poutine, depuis 2005-2006, la démographie en Russie s'est stabilisée en 2005, et depuis 2006, ça fait maintenant depuis environ 8-9 ans, la population russe redémarre à toute allure. Alors ça, pour un historien, pour un démographe, eh bien, c'est le témoignage d'un pays qui redémarre à toute allure. Alors, je ne dis pas encore une fois que le régime de Poutine est un régime extrêmement démocratique. Cela étant, si vous allez en Russie, vous découvrirez que la presse russe passe son temps à critiquer Poutine et à taper dessus. D'ailleurs, lorsqu'il y a eu l'assassinat d'un opposant prétendu à Poutine, on a découvert qu'il y avait plein d'opposants et des gens qui manifestaient. Donc c'est pas du tout l'image que l'on véhicule dans les médias de grande diffusion. Et puis, ce qui me fait toujours quand même tiquer, c'est qu'on a des comment dirais-je, des dirigeants occidentaux qui se parent des plumes de grands démocrates, alors que j'aimerais savoir, moi, ce qui reste de la démocratie aux États-Unis ou de la démocratie en France. Je rappelle qu'en France, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne en 2005. Eh bien, dans leur dos, les parlementaires de l'UMP, du PS et du MoDem ont voté en catimini par la procédure dite de congrès le traité de Lisbonne, qui est justement ce qu'avait rejeté le peuple français. Je rappelle que M. Hollande a été élu en 2012 en disant « mon ennemi, c'est la finance ». Et puis en fait, maintenant, il a nommé M. Macron à Bercy, qui est un banquier d'affaires. Donc les démocraties où les gens se font élire en racontant le contraire de ce qu'ensuite est leur programme, moi j'appelle ça de l'escroquerie, j'appelle pas ça de la démocratie. Si quelqu'un se rend compte que le programme qu'il a présenté, il n'arrive pas à le mener à bien, à ce moment-là, il devrait avoir l'honnêteté de démissionner, puisqu'il a trompé les électeurs. Voilà, donc si vous voulez, encore une fois, je trouve que, en plus de ça, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de Français qui en ont assez de voir le verrouillage des grands médias, des médias de grande diffusion, on en parlait à l'instant. Il y a beaucoup de Français qui en ont assez du 2 poids 2 mesures
confrontés dans tous les sujets, en matière internationale, en matière de liberté d'expression, etc., etc. Voilà. Et donc la démocratie en France, elle aurait sérieusement besoin d'être restaurée. C'est d'ailleurs le slogan de notre mouvement. Nous disons l'Union populaire républicaine, l'Union du peuple pour rétablir la démocratie, parce que nous disons que de toute façon, il n'y a plus de démocratie en France, puisque tous les grands pouvoirs d'un État ont été transférés ailleurs. La monnaie, ça a été transféré à la Banque centrale européenne à Francfort. Toutes les grandes décisions en matière économique, budgétaire, sociale, dans toutes les réglementations, ça a été transféré à la Commission européenne à Bruxelles. Et puis pour ce qui concerne la diplomatie et les options militaires, ça a été transféré à l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé depuis Washington. Donc en réalité, les Français, on les fait voter tous les 5 ans pour un président qui en fait est une marionnette et qui ne fait qu'appliquer les décisions des traités européens. C'est ce que nous expliquons, nous, dans nos conférences. Alors c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français d'ailleurs s'abstiennent, parce qu'ils n'ont plus confiance en la politique. Vous le disiez tout à fait justement. Et nous, on leur dit, mais non, ne baissez pas les bras, parce que ça, c'est ce qu'attend justement l'oligarchie. Si on baisse les bras, alors là, c'est sûr qu'on va se faire complètement bouffé, passez-moi l'expression, et accessoirement, mais c'est pas accessoire dans mon esprit, nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup au cours de cette année, puisqu'il y a les élections régionales à la fin de l'année où nous serons très présents, et il y a également le démantèlement de l'unité de la France, qui est en préparation, avec cette nécessité prétendue de supprimer les communes, de les fusionner dans des ensembles plus grands, de supprimer les départements, d'agrandir les régions. Moi, je fais une conférence en ce moment, ces jours-ci, que nous allons mettre sur Internet pour expliquer ce qui se cache derrière. De plus en plus de pouvoir donné à des régions de plus en plus grandes, de moins en moins de pouvoir donné au niveau de la République française. À terme, ce qui se préfigure, c'est le démantèlement de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Certains l'ont bien compris. Il y a beaucoup de gens qui comprennent. Comme le démantèlement de l'Espagne, comme le démantèlement du Royaume-Uni. Et au bout du compte, qui sera le grand gagnant de tout ça? Le grand gagnant de tout ça, ce sera Washington, qui est en train de forcer la main pour que l'Union européenne entre dans un grand ensemble euro-atlantiste, avec notamment le TAFTA, le traité transatlantique qui est comment dirais-je, préparé dans le dos des Français. Il n'y a aucun débat de fond sur ces questions. Alors ça s'agite un petit peu sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais il n'y a aucun débat de fond sur le traité transatlantique, qui reviendra en fait à donner là aussi tout pouvoir en matière commerciale aux États-Unis d'Amérique. Donc nous sommes vraiment confrontés à quelque chose d'immensément grave, et ça n'est pas seulement François Asselineau qui le dit aux auditeurs. Moi je renvoie à ce que disait François Mitterrand, président de la République, quelques jours avant de mourir. Il a consigné ses confessions auprès d'un journaliste qui s'appelle Georges-Marc Benamou. C'est sorti dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand. Ça a paru chez Plomb en 1997. Et François Mitterrand disait « Les Français ne le savent pas, mais la France est en guerre. Les Américains veulent un pouvoir sans partage sur le monde. Ils sont voraces, les Américains. C'est une guerre sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. » Voilà ce qu'a dit François Mitterrand, qui avait passé quand même 14 années à la tête de la République française, et quelques semaines avant de mourir, un peu comme s'il lançait, comme s'il faisait une confession qui lui tenait à cœur avant de passer de vie à trépas, il laisse comme information cette information terrible, c'est que la France est en guerre avec la première puissance mondiale, mais que c'est une guerre inconnue, une guerre sans mort apparemment, comme il le dit. C'est-à-dire une guerre du 3e millénaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de bombardement. Mais les armes de nos jours entre les pays développés, ce sont des armes économiques et financières, c'est l'arme de la monnaie, ce sont des armes médiatiques, c'est la manipulation des cerveaux par ce que les Américains appellent maintenant perception management, c'est-à-dire la gestion de la perception, c'est-à-dire en fait la gestion du mensonge. Comment on fait du storytelling, c'est-à-dire on raconte des histoires sur des événements qui n'ont jamais eu lieu ou qui sont présentés d'une façon fallacieuse. C'est la manipulation des esprits, ce sont des guerres illégales, par exemple sur l'affaire de l'islamisme en ce moment, tous les experts savent qu'en réalité l'État islamique
qui nous fait tous très peur, en fait, cet État islamique, il est largement subventionné et armé, soit par les États-Unis, soit par les supplétifs des États-Unis, que sont l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et donc, on crée des espèces de diables pour ensuite appeler les peuples d'Occident à se mobiliser et à entrer en guerre, soit contre la Russie, Poutine a été diabolisé, soit contre le monde arabo-musulman, où on tire les médias à partir d'attentats épouvantables et horribles, sur lesquels d'ailleurs on n'a jamais tout à fait les tenants et les aboutissants. Il y a toujours un sentiment de malaise, on a l'impression que les enquêtes ne vont pas jusqu'au bout. Au moment des attentats de Charlie Hebdo, nous avions dit qu'il fallait surtout pouvoir attraper les malfaiteurs, les criminels vivants, pour qu'on puisse savoir d'où ils venaient, quels avaient été les gens qui les avaient financés, d'où venaient leurs armes. À manque de chance, encore une fois, ils ont été tous les frères Kouassi, puis Koulibaly ont été tués, comme l'avait été Mohamed Merah. Donc il n'y a jamais de témoin dans toutes ces histoires. Oui, c'est pour ça que ça met le doute et tout le monde devient, je ne sais pas si on peut dire parano, mais on traite les gens maintenant de conspirationnisme. Il y a une drôle d'ambiance. Oui, il y a une ambiance tout à fait délétère qui rappelle ce qui existe dans les pays totalitaires, puisque quand vous avez des médias qui racontent des salades et des sornettes, et que vous n'avez même pas le droit de vous interroger, ça entraîne évidemment les rumeurs les plus fantaisistes. Forcément. Mais parmi les rumeurs, il y en a qui sont fantaisistes, il y en a d'autres qui sont quand même très sérieuses et très solides. Oui, elles font de vérité. Écoutez, l'Occident, l'Europe a apporté quelque chose au monde, elle a apporté un certain nombre de choses au monde au cours de son histoire, mais parmi les grands acquis intellectuels de la civilisation des peuples d'Europe, il y a quand même la capacité de douter. La remise en cause des dogmes, c'est ce qu'on a appelé la révolution copernico-galiléenne, lorsque Copernic puis Galilée, en observant le cosmos grâce à des lunettes avec des verres dont la qualité s'était améliorée à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle, ont découvert qu'il n'était pas possible que la Terre soit au centre de l'univers et que le Soleil tourne autour. Ça ne convenait pas aux observations qu'il faisait. Donc, le problème, c'est que ça contredisait le dogme de l'Église catholique, puisque depuis saint Thomas d'Aquin, l'Église avait postulé, avait repris à son compte la cosmogonie de Ptolémée, ça remontait à la Grèce antique. Bon, et c'est à ce moment-là qu'est apparu à la tournure du XVIIe siècle ce que l'on a appelé l'esprit scientifique, c'est-à-dire la capacité de raisonner par soi-même et de ne jamais se contenter, c'est aussi le moment où Descartes a écrit le discours de la méthode, ne jamais accepter pour une vérité comme ça, sans aucune discussion. Bien sûr. Donc il est normal, c'est sain dans une démocratie, ça a d'ailleurs toujours été le cas dans les démocraties, que lorsqu'il y a des affaires aussi épouvantables que celles des attentats de Charlie Hebdo, par exemple, c'est tout à fait normal que les Français se posent des questions sur comment c'est possible. Par exemple, on a appris qu'ils étaient très connus des services de police. Bon, on a appris ensuite que Koulibaly avait été reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy quelques années auparavant. Vous avez été reçu, vous, non. À l'Élysée? Bon. Non, pas du tout. Donc si Koulibaly avait été reçu, excusez-moi de le dire, mais il y a une présomption logique que ce type était connu des services de police de façon favorable, puisqu'on l'avait présenté au président de la République. Donc les Français, légitimement, se posent des questions. Bah oui, ça les interpelle. Comment c'est possible? Bah oui. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est que finalement, on tire argument de ces tragédies pour dire maintenant, on va prendre des mesures de surveillance généralisée de la population. Vous avez vu les projets de loi actuellement en cours, ça fait vraiment froid dans le dos. Maintenant, on va pouvoir écouter toutes les communications téléphoniques, regarder vos emails, etc., sans avoir même l'autorisation d'un juge. Oui, alors c'est préoccupant, cette histoire-là. Et alors, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que les frères Kouassi et Koulibaly, qui, donc, semble-t-il, ont été les auteurs et les auteurs uniques de ces tueries. Bon, encore une fois, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire, on est prié de croire quelque chose, alors que normalement, dans le droit, tout le monde est censé être innocent jusqu'à ce qu'ils aient été jugés coupables. Ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Maintenant, il n'y a même plus de jugement, on nous dit, voilà, c'est comme ça, mais circuler, il n'y a rien à voir. Bon, mais selon cette version officielle, on nous explique quand même que les frères Kouassi étaient connus des services de police. Ils étaient d'ailleurs, paraît-il, sur une liste dite no-fly, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit d'aller aux États-Unis d'Amérique. Donc
donc ils étaient répertoriés comme des terroristes potentiels. Et pareil pour Koulibaly. Donc, moi, ce que je dis, c'est que les services de police n'ont pas fait leur travail. Et on nous dit, alors qu'il paraît qu'il y a peut-être 1000 ou 2000 personnes comme ça qui normalement devraient être suivies par les services de police, on nous explique, sans rire, que des services n'ont pas été capables de suivre minutieusement 2000 personnes, et maintenant on nous explique sans rire qu'il va falloir suivre et regarder minutieusement les communications et les écrits de 66 millions de Français. Oui, c'est de la folie. Donc, il y a quand même quelque chose qui... Avant que d'aller mettre en cause toutes nos libertés publiques, et avant que de commencer à écouter, à écouter monsieur et madame tout le monde, et les 66 millions de Français, on ferait bien de focaliser l'attention des services de police sur des gens qu'ils doivent suivre, justement. À chaque fois, d'ailleurs, c'est comme l'affaire Mera, à chaque fois, c'est des gens qui étaient très connus des services de police. Donc, il ferait bien de s'occuper déjà des gens qui les connaissent plutôt que d'aller surveiller tout le monde. Voilà, donc tout ceci donne une impression de malaise, de grand malaise, sans compter tout le reste qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire... Ça sera pour une prochaine fois. Les coupes sombres en matière budgétaire, voilà. Alors, justement, François Asselineau, quelle est votre position concernant la loi Macron, pour terminer? La loi Macron, c'est une loi, si vous voulez... j'hésite un peu à l'appeler Macron, parce qu'en fait, monsieur Macron, là-dedans, n'est qu'un supplétif, c'est quelqu'un, c'est un majordome. En réalité, si vous regardez cette loi, elle met en œuvre des mesures qui sont réclamées par la Commission européenne depuis des décennies, depuis au moins 15 ans. Elle reprend c'est un copier-coller ou également du rapport de Jacques Attali de relance de la croissance qui datait des années 2005-2006. Donc en fait, ce sont des idées, des propositions qui visent à démanteler le droit du travail, les acquis sociaux que les Français ont acquis depuis une centaine d'années. Donc on est en train de faire passer à la trappe ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents avaient obtenu pour que la vie en société soit une vie où chacun ait une certaine forme de dignité. Donc maintenant on explique que la modernité, c'est de pouvoir embaucher des gens 2 heures par semaine avec des petits boulots, c'est de pouvoir les licencier du jour au lendemain, c'est de les mettre en concurrence dans tous les domaines. Voilà, donc tout ceci n'aura aucun impact sur la croissance. S'il n'y a pas de croissance en France, c'est pas parce que les magasins sont pas ouverts le dimanche. Parce que si on ouvre les magasins le dimanche, les gens ils achèteront le dimanche, mais ils achèteront plus pendant les jours de semaine. C'est logique. Donc les gens ne vont pas inventer du pouvoir d'achat qu'ils n'ont pas. Bien sûr. Donc le problème du manque de croissance et de la perte des emplois en France, c'est le taux de change de l'euro qui était beaucoup trop élevé. Bon, il a beaucoup baissé depuis 1 mois et demi, 2 mois. Donc normalement, on devrait avoir une petite amélioration sur le front de l'emploi, mais légère, parce que l'euro a baissé vis-à-vis du dollar, mais ça ne sera pas suffisant pour remédier au chômage. Notamment, il n'y aura pas de correction entre la monnaie française et la monnaie allemande, puisque nous avons les mêmes taux de change. L'euro allemand et l'euro français, c'est la même chose. Et puis... ce qui pose un problème fondamental aussi, c'est la mise en concurrence frontale de l'industrie en France et puis de l'industrie en Chine. Voilà, donc on n'a pas du tout les mêmes coûts de fabrication, les mêmes charges sociales. Donc les délocalisations vont continuer de plus bas, puisque les délocalisations résultent directement des traités européens, et notamment de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. Donc la loi Macron, elle va en fait contribuer à précariser, fragiliser, inquiéter des catégories de population les unes après les autres. J'ai été reçu il y a quelques jours par la présidente du notariat d'Île-de-France avec ses collaborateurs, le vice-président, le secrétaire général. Maintenant, les notaires sont extrêmement inquiets parce que c'est maintenant toutes les professions réglementées qui, dans le cadre de la loi Macron, sont dans le collimateur. Alors, et on explique là aussi qu'il faudrait introduire de la concurrence, mais en réalité, ce qui se passe derrière, c'est la volonté de grands cabinets d'avocats ou de grands cabinets d'affaires américains ou anglo-saxons qui se disent qu'il y a de l'argent à faire lorsque, par exemple, il y a des grandes tours, des grands immeubles qui se vendent à la défense. Là, ce sont des centaines de millions de dollars ou d'euros qui sont en jeu, et là, il y a du business à faire. Donc, en fait, les déréglementations de ces professions, ce qu'il voit arriver, c'est que
le notaire de famille qui donnait des conseils depuis plusieurs générations à une famille, typiquement c'était quelque chose de typiquement français, eh bien ça va progressivement disparaître au profit de grands conglomérats dans lesquels il y aura des avocats, des notaires, des fiscalistes, etc. D'ailleurs, avec des éthiques qui n'ont rien à voir. Hein. Par exemple, un notaire, normalement, lorsqu'il suspecte des transactions frauduleuses, il prévient Tracfin en matière immobilière, alors qu'un avocat, lorsqu'il voit une transaction frauduleuse, il prend l'avis de son client. Donc ces grands cabinets à l'anglo-saxonne seront perclus de divisions. Puis c'est encore une fois, c'est toute une façon de concevoir la vie en société qui était la vie à la française, qui est en train de disparaître pour une société de type de copier sur la société américaine, laquelle société américaine par ailleurs est en pleine déroute dans tous les points de vue, que ce soit en matière économique, en matière morale, même en matière d'économie. Vous savez, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, mais le 8 novembre dernier, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Bien sûr. Son PIB en parité de pouvoir d'achat a dépassé celui des États-Unis. Donc en plus de ça, on nous impose le modèle états-unien comme si c'était le fin du fin de la modernité, alors qu'en fait, il est de plus en plus dépassé maintenant par les événements. Alors pour terminer, auriez-vous un ou plusieurs messages à faire passer aux auditeurs? Alors évidemment, je suggère à ceux qui sont intéressés par notre mouvement d'aller sur notre site. Nous allons être présents aux élections régionales du mois de décembre. Là, on compte bien pouvoir présenter des listes, si possible, dans toutes les régions. Plus fondamentalement, je crois qu'il faut que les Français se ressaisissent et qu'ils se disent qu'ils ont une responsabilité. Nous ne devons pas laisser tomber la France. Excusez-moi d'être un peu solennel. Mais vous n'êtes pas le seul à le dire. Il n'y a pas de problème. On est tous d'accord. Nous sommes les héritiers d'un pays qui a été forgé par 40 à 50 générations. C'est vrai. Moi, si j'ai créé l'UPR, vous savez, j'avais fait HEC, j'avais fait l'ENA, je pourrais très bien être à la tête d'une grande banque et gagner, vous savez, un président de banque en France, il gagne 280 000 euros par mois. Bon, moi, je trouve ça scandaleux. Moi, ça n'est pas ce que j'ai fait. J'ai pensé, ça peut paraître un peu étonnant, mais moi, j'ai une éthique. Et il y a quand même beaucoup de Français qui sont comme moi, pour qui l'argent n'est pas tout. Il y a aussi de l'affection. Il y a aussi, vous savez, dans les évangiles, le Christ dit l'homme ne se nourrit pas que de pain. Et voilà, il y a d'autres valeurs dans la vie que le fric et puis sa carrière personnelle. Et bien moi, si vous voulez, j'ai créé l'UPR parce que j'ai pensé à mes grands-parents, à mon grand-oncle, des grandes-tantes, des personnes de mon entourage que j'ai aimées étant petit, qui sont morts depuis maintenant plusieurs années, plusieurs même décennies. Et j'ai 57 ans, et quand je pense à eux, je me dis, mais les pauvres, s'ils revenaient en France, qu'est-ce qu'ils penseraient de l'état dans lequel est tombé notre pays. Donc il faut que les Français ils se ressaisissent. Nous n'avons pas le droit collectif de laisser tomber la France. Nous n'avons pas le droit collectif de transmettre à nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants, un pays qui sera devenu une colonie américaine, où tout le monde mangera américain, s'habillera américain, parlera américain, chantera américain, et tout ceci dans un univers de pauvreté généralisée. Notre pays sera devenu une espèce de Venise. Alors on fera visiter les monuments d'une ancienne splendeur, donc il y aura des hôteliers, des restaurateurs et des chauffeurs de taxi qui tireront un petit peu leur marron du feu, et puis le reste, ça sera, comme vous savez, une économie d'un pays du tiers-monde, comme l'Égypte, où on peut visiter les pyramides, et puis par ailleurs, les gens sont très pauvres à côté. Moi, c'est ce que je crains beaucoup de l'avenir qui nous attend, sans compter le démantèlement de notre pays qu'ont prévu les forces de l'oligarchie. C'est pas une vue de l'esprit. Ah non, malheureusement, c'est le sentiment de nombreuses personnes. Il faut regarder ce qui s'est passé lors de l'éclatement de l'URSS, l'éclatement de la Tchécoslovaquie, l'éclatement de la Yougoslavie, la partition du Soudan, la partition de facto de l'Irak, la partition de facto de la Libye, la partition de facto de l'Ukraine, le référendum qui a eu lieu en Écosse, qui a été perdu par les indépendantistes, en fait, qui a fait un très gros score, les Catalans qui veulent faire un référendum. Il y a derrière tout ça des forces qui poussent à ça. Donc moi, si vous voulez, nous devons préserver notre pays. Il faut, comme disait Charles de Gaulle, que la France
reste la France. Alors on peut vous retrouver sur le net, c'est www.upr.fr. Merci François Asselineau et bon courage pour la suite. Vous revenez quand vous voulez. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.